Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au menu cette semaine, le programme de Donald Trump qui peu à peu se dessine. Le président américain en dit plus sur ses intentions, mais des doutes subsistent, notamment sur ses relations avec les milieux d'extrême droite. Décryptage dans quelques instants avec James André. Les Haïtiens plongent dans l'attente. Après les élections générales de dimanche, l'île attend impatiemment les résultats de la présidentielle. Le dépouillement n'est pas terminé, mais déjà 2 candidats revendiquent la victoire et provoquent dans le même temps de vives tensions sur l'île. Et puis nous reviendrons sur ce match inespéré pour les Mexicains. Après 11 ans de sevrage, Mexico City accueillait cette semaine son premier match de football américain. Avec 25 millions de fans, le pays demeure le plus passionné par ce sport derrière les États-Unis. Mais tout d'abord, notre chiffre de la semaine, 6 comme le nombre de mesures choc que Donald Trump souhaite mettre en place dans les 100 premiers jours suivant son arrivée à la Maison-Blanche. Le futur président américain a dévoilé cette semaine son programme politique. Certaines mesures ont davantage retenu l'attention, notamment le retrait des États-Unis du traité commercial transpacifique, le fameux TPP signé en 2015 par 12 pays. Puis enfin sur l'énergie, il souhaite désormais annuler les restrictions dans la production de l'énergie américaine, y compris le gaz et le pétrole de schiste, mais aussi le charbon propre. D'ici au 20 janvier prochain, date de son investiture, Donald Trump devrait affiner son programme, son équipe également. Il est revenu cette semaine sur la nomination de Steve Bannon, nouveau chef de sa stratégie. Dans un entretien au New York Times, le président américain a défendu son plus proche conseiller taxé par la presse de cheval de Troie de l'extrême droite. Le milliardaire en a également profité pour désavouer, condamner le groupe néo-nazi Alt-Right qui avait fêté sa victoire samedi à Washington. James André, bonjour. On en parle avec vous précisément de ce mouvement qui fait beaucoup parler. Que sait-on précisément de ce groupe? Quelle est sa vision pour le pays? Alors, ce qui est tout à fait étonnant avec ce groupe, c'est qu'effectivement, cette personne qu'on a vue... D'ailleurs, je vous propose tout d'abord de regarder la vidéo, parce que la vidéo parle d'elle-même sur ce que représente ce groupe. Trump, hail our people, hail victory. Alors voilà, sur ces images, on peut voir d'une part le fondateur de ce qu'on appelle l'alt-right, il s'agit de Richard B. Spencer. Richard B. Spencer, il a commencé son mouvement en 2008, il a lancé à ce moment-là un think tank qui s'appelle The National Policy Institute, l'Institut de politique nationale, et c'est lui qui a créé ce terme, alt-right. Maintenant, il en est l'incarnation la plus violente, si vous voulez, la plus à droite. Ce qu'on voit là, des gens qui font des saluts nazis, de même que des manifestations qu'on a pu voir dans le pays lors de la campagne, où on a pu même voir des membres de cette organisation parader devant, par exemple, des mairies dans des petites villes américaines avec des casquettes SS. J'ai moi-même vu ces images lorsque j'étais là-bas, chose qu'on ne peut même pas imaginer en Europe. Eh bien, ça, c'est, on va dire, la frange la plus dure, la plus extrême, celle dont Donald Trump cherche à se distancer. Mais l'alt-right est beaucoup plus vaste que cela. C'est avant tout un mouvement en ligne qui n'est pas très structuré et qui rassemble sur un certain nombre de sites internet ses supporters qui sont aussi ceux de Donald Trump. James, vous qui avez couvert pour France 24 cette élection américaine à Washington, notamment la campagne aussi, qu'est-ce qu'on sait précisément des liens entre Donald Trump et ce mouvement et puis plus globalement avec les réseaux d'extrême droite? Alors d'une manière générale, Donald Trump a surfé sur les revendications de ces mouvements d'extrême droite. Alors que demande finalement l'alt-right? L'alt-right dit qu'ils sont contre l'immigration, contre la mondialisation et surtout contre le politiquement correct. Or, ça a été l'un des grands slogans. On peut dire qu'en 3 termes, on a là une partie du programme de Donald Trump. Alors, il a beau jeu aujourd'hui de dire dans le New York Times qu'il prend ses distances vis-à-vis de ces gens-là, mais dans le même temps, il y a un site, Breitbart News, qui a fait sa promotion tout au long de cette campagne. Et d'ailleurs, on peut voir quelques-unes de leurs unes. Ici, il s'agit des 15 meilleurs fusils d'assaut à acheter pour Noël. Il y en a d'autres. Ils sont d'une manière générale anti-féministes, par exemple. On les a vus critiquer les féministes avec des questions comme par exemple préféreriez-vous que vos enfants aient le cancer ou le féminisme? Vous imaginez? Bref, il s'agit de quelque chose qui à la fois se veut choquant, se veut entre guillemets complètement politiquement incorrect et qui a vraiment participé au fait que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche. Alors, en nommant Steve Bannon, notamment l'un de ses plus proches conseillers, on a reproché à Donald Trump d'avoir fait entrer le cheval de Troie à Washington, à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est un peu exagéré ou est-ce qu'il y a du vrai là-dedans?
Alors il y a du vrai là-dedans, pourquoi? Parce que Breitbart News, dont on vient de parler, eh bien son directeur, c'est Steve Bannon. Steve Bannon qui a lui-même dit dans des conférences de presse que Breitbart était la plateforme de l'alt-right, donc cette extrême droite alternative dont lui-même se réclame. Alors maintenant, il dit qu'effectivement, il n'est pas raciste, il dit qu'il n'est pas xénophobe, etc. Mais la vérité, c'est qu'effectivement, les valeurs qui sont portées par ce site et dont lui-même se targue de son succès, c'est 12 millions de visiteurs uniques par mois, Breitbart. Donc c'est un véritable succès sur le net. Lui, il avance que ce succès, c'est parce que ce sont des valeurs qui sont partagées par de plus en plus d'Américains. Et ces valeurs, il va sans doute les susurrer à l'oreille de Donald Trump lorsque lui devra prendre des décisions pour l'avenir du pays. Chief Strategist, ça veut dire qu'il sera à ses côtés en permanence et qu'il aura un accès direct au nouveau président des États-Unis. Merci beaucoup James pour l'éclairage. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actualité du continent. C'est en bref et en images avec tout d'abord la politique de Donald Trump au centre d'un rendez-vous à Guatemala City. Le Mexique, le Guatemala, le Salvador et le Honduras ont dépêché en début de semaine leur chef de diplomatie pour plancher sur le programme migratoire du futur président. L'enjeu, apporter un soutien aux 3 millions d'immigrés clandestins qu'il souhaite renvoyer l'an prochain. Un nouvel accord de paix en Colombie, moins de 2 mois après le rejet d'un premier texte par la population, le gouvernement et les FARC se sont de nouveau entendus. Le document ne sera pas soumis cette fois à référendum. La ratification a été confiée au Parlement. Et puis l'état d'urgence a été décrété cette semaine en Bolivie, décision du président Evo Morales alors que le pays enregistre sa pire sécheresse depuis 25 ans. La situation a déjà provoqué des coupures d'eau dans 7 des principales villes du pays, ce qui provoque une certaine tension au sein de la population. Eux aussi connaissent des heures difficiles, ce sont les Haïtiens. Ils seront probablement contraints de patienter plusieurs semaines avant de connaître les résultats des élections générales. Dimanche dernier, le pays était notamment appelé à désigner un président. L'issue de ce scrutin attendu depuis 2015 n'a donc pas encore été dévoilée. Pourtant, 2 candidats au risque de déstabiliser l'île clament déjà leur victoire. Florence Gaillard. Devant le palais présidentiel, des coups de feu pour disperser les manifestants. Les partisans de Maryse Narcisse sont en colère. Ils craignent que cette élection échappe à la candidate du parti Lavalas, choisie par l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Le 7 février prochain, Maryse Narcisse doit être au palais présidentiel. Car moins de 24 heures après le scrutin, le parti du dernier chef d'État, Michel Martelly, a revendiqué la victoire de son candidat. Le peuple a déjà choisi, et tout le monde connaît le nom du président élu d'Haïti aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. 27 candidats sont en lice pour la présidence et 4 prétendent pouvoir l'emporter dès le premier tour. Les résultats doivent être donnés en fin de semaine par le Conseil électoral provisoire qui appelle à ne pas écouter les annonces des différents partis. Le décret électoral ne permet à personne de donner les résultats à la place du Conseil. Nous demandons à ce que le décret soit respecté, que ce soit par les partis politiques, les candidats ou les autres organisations dans la société. Dimanche, le scrutin s'est pourtant déroulé sans incident majeur, mais avec une participation très faible, seulement 22% des électeurs. L'an passé, les Haïtiens avaient déjà été appelés à voter, mais à cause de fraude massive, l'élection avait dû être annulée. Depuis février, le pays est dirigé par un gouvernement provisoire. Ça fait 213 ans que nous nous battons les uns contre les autres. Élection après élection, rien ne change jamais. Nous attendons de la prochaine administration qu'elle se confronte aux problèmes tels que le coût de la vie, le chômage, l'éducation, la santé et les conséquences du cyclone. En octobre, l'ouragan Mathieu a fait près de 1000 morts en Haïti. Un désastre qui s'ajoute aux séquelles du séisme de 2010. Plus d'1 million de personnes s'étaient retrouvées sans abri. Et ce grand retour à présent applaudi par une large partie des Mexicains. Après 11 ans de sevrage, le Mexique a vécu comme une fête le retour du football américain. Le premier match joué depuis 2005 a eu lieu lundi soir à Mexico City devant près de 75 000 supporters. Une foule ornée de sombreros pour assister à la rencontre des Raiders d'Oakland face aux Texans de Houston. La NFL, comme on l'appelle, compte à ce jour 25 millions de fans au Mexique, pays le plus passionné par ce sport en dehors des États-Unis. Au Mexique, le football est roi. Pourtant,
Ces designers, avocats, marchands ou étudiants s'entraînent dur pour devenir des joueurs de football américains. Mon rêve est de devenir professionnel. Mais je n'avais jamais imaginé que ça pourrait devenir aussi réel qu'aujourd'hui. Au Mexique, le football américain compte 25 millions de fans, le plus gros contingent en dehors des États-Unis. Après 10 ans d'absence, la Ligue nationale de football a remis les pieds au Mexique pour un match à guichet fermé entre les Oakland Raiders et les Houston Texans. Si les chances des Mexicains d'entrer dans la Ligue américaine sont faibles, ils peuvent aujourd'hui être rémunérés pour jouer dans le championnat national. Heureusement, la Ligue professionnelle a donné à beaucoup d'entre nous, étudiants ou travailleurs, l'opportunité de faire du football en niveau professionnel. Mais mon ambition dans la vie est toujours de devenir médecin. L'an dernier, les joueurs recevaient 75 $ par match, une somme dérisoire comparée au salaire de leurs concurrents américains. Être athlète est considéré comme une profession aux États-Unis. Alors qu'au Mexique, nous en sommes encore à un stade amateur concernant le football américain. Amateur, mais en voie de professionnalisation. Au Mexique, les championnats universitaires sont désormais diffusés à la télévision. Une manière d'intéresser les nouvelles générations au football américain et de concurrencer le football classique. Allez, on se quitte comme chaque semaine sur une note d'humour. Une information très sérieuse destinée en cette semaine de Thanksgiving aux amateurs de dinde frite. Ne vous risquez pas à plonger la bête dans l'huile si vous l'avez congelée. Le résultat, vous le voyez, peut s'avérer très risqué. On perd le plat, on perd la maison avec pour le coup. Alors si vous ne pouvez pas vous passer de friture, on décongèle au préalable sa dinde. Sinon, la fête risque d'être un peu gâchée. Allez, je vous quitte sur ce clin d'œil. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.